Bonjour à tous et à toutes. Pour ce nouveau numéro, nous allons nous concentrer sur les handicaps moteurs. Comme nous l'évoquions précédemment, il en existe un grand nombre. Une paralysie survenue suite à des accidents de la vie, des atteintes dès la naissance, des maladies se déclarant tout au long de la vie, de la pré-ado à l'âge adulte avancé. Ces affections ont pour point commun d'être empêchées sur différents actes de la vie quotidienne, à des degrés différents, plus ou moins importants selon les pathologies. Ce que nous aimerions mettre en avant, c'est la possibilité de la vie, malgré et avec le handicap. Les concessions, des adaptations sont essentielles, mais ce qui reste primordial, c'est l'entourage, l'importance de se sentir accepté tel quel, avec des manques, certes, mais également avec ce que nous avons en plus et que nous avons à cœur de partager. Pour ce faire, une condition est précieuse. Qu'on nous ouvre quelques portes, qu'on nous laisse une petite place. Ceci étant réalisable avec l'aide de tous. C'est ce que nous aimerions vous montrer au travers de témoignages de personnes directement concernées et d'intervenants professionnels. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc ici avec nous aujourd'hui en tant que témoin quant au quotidien d'une personne en situation de handicap. Oui. Donc nous aimerions que vous nous expliquiez un petit peu ce qu'est votre quotidien, tant autant du travail, des déplacements, de la vie de couple, de famille, du regard de l'autre, enfin tout un ensemble de choses que vous devez bien connaître. Ah oui, bon, je vais déjà prendre un petit peu mon parcours. Moi, je suis né en Italie. Je suis arrivé en France, mon papa est venu travailler à la mine. Je suis tombé, j'ai eu la polio à l'âge de 2 ans. Voilà, et puis j'ai grandi dans une grande famille. J'ai 4 frères et 2 sœurs. Voilà, ce qui m'a permis un petit peu d'avoir le respect vis-à-vis de mes parents et vis-à-vis des autres. Voilà. J'ai eu un parcours normal au lycée. Bon, étant jeune, on ne connaissait pas trop ces maladies. Je sais qu'on m'avait mis un petit peu à l'écart, je jouais dans la cour des filles, et puis je n'étais pas admis avec les garçons parce que c'était trop bruyant. Mais bon, je m'y suis fait. Et les filles ont une sensibilité particulière. Voilà, mais c'est bien, ça m'a pas dérangé. Voilà. Je suis arrivé dans le monde du travail à l'âge de 20 ans à peu près. Et puis en même temps, j'ai connu le handisport et j'ai connu le monde du travail. Et puis j'ai grandi, je me suis fait ma place, parce que j'avais envie de prouver aux autres que j'étais comme les autres. Voilà. Et puis pour ce qui est de mon handicap, c'est comme partout. J'ai voulu faire comme les autres. Je jouais au foot avec les enfants de mon quartier. Ma mère était toujours derrière moi, fais attention, mais bon, je ne l'écoutais pas trop. Et puis voilà, ça m'a permis aussi voilà, je marchais beaucoup. Je me souviens de faire des longues marches, de faire Bérennes-Forbach à pied étant jeune. On n'avait pas de voiture, le stop ne marchait pas. On marchait. Voilà. Voilà. Puis je me suis fait comme ça. Voilà. Alors la polio, c'est quand même une maladie qui s'aggrave avec l'âge. J'ai eu pas mal d'opérations qui m'ont permis d'améliorer ma marche, d'avoir de l'esthétique, d'avoir des bonnes chaussures, d'avoir un appareillage léger. Voilà, puis j'ai continué. J'ai toujours été à la pointe de ce qu'il fallait faire pour être autonome. Le sport, je suis dans le handisport depuis 1976. Je crois que je suis un des plus anciens encore en fonction en France. Je suis président du club maintenant handisport de Saint-Avold depuis 2008. Comme je suis un battant, alors le club, je l'ai pris en été, c'était un club loisir, je veux dire, et j'ai fait, comme je voulais mettre le handisport en avant, je voulais vraiment montrer que le sport était une leçon de vie. Alors j'ai fait une grosse équipe de basket, pour justement que le handisport soit reconnu ici dans la région. Par rapport à la situation que vous, personnellement, vous vivez, est-ce que vous trouvez par exemple que ce qui est fait en termes de déplacement, des aménagements urbains, ou, vous savez, comment on appelle ça, l'accessibilité, oui, pardon. Est-ce que vous trouvez que les choses sont suffisamment adaptées ou est-ce qu'il y a des progrès à faire encore? On y vient, mais c'est à nous les personnes, je veux dire, cadres dans ces... À nous à motiver les collectivités à faire des progrès. Ça vient. On n'est pas encore... on n'est pas au même niveau que l'Allemagne, on n'est pas au même niveau que les États-Unis, même que l'Italie. On est un petit peu en retard, mais je pense que les Jeux paralympiques de 2024
vont nous aider énormément. On va faire un bond. Là, on n'y est pas encore, parce que je pense que on est encore un petit peu en retard. Je pense que c'est à cause du Covid. Et donc, quelles sont les constatations sur le moral des personnes qui pratiquent du sport? Leur faire envie de faire du sport, d'une part pour être dans une condition physique et avoir une ouverture humaine avec d'autres personnes, que ce soit des valides ou des personnes en fauteuil, par exemple. Mmh. Donc ça leur apporte vraiment un plus dans la vie de tous les jours, pour le moral, c'est... Le but, c'est de leur faire acquérir et de leur faire envie de faire du sport et de s'adapter à leur handicap, qui malheureusement pour certains, ça peut être ponctuel, pour d'autres, ça peut être pour la vie. Alors Monsieur Fleutot, pour Handisport, en quelques mots, pourriez-vous nous définir la structure que vous représentez? Bonjour, alors je représente le club Handisport Est-Mosellan. C'est un club multisport, mais avec une vitrine qui est le club de basket, parce qu'on évolue au plus haut niveau français et européen. On a aussi 2 écoles des sports à destination de jeunes enfants handicapés qui se déroulent à Sarreguemines et à Saint-Avold. Alors pourriez-vous définir ce qu'apporte la pratique d'un sport pour une personne handicapée moteur? Moi j'ai découvert le basket handisport à l'âge de 14 ans, j'en ai 39 aujourd'hui. Et pour moi, ça a tout de suite été une passion. Donc dans ma vie, ça m'a apporté énormément de choses. Je dirais même que c'est ce qui a fait en grande partie la personne que je suis devenu aujourd'hui. Et quels types de handicaps sont particulièrement concernés? Pour le basket? Oui. Alors pour le basket, les principaux handicaps sont les personnes tétraplégiques. C'est un sport qui a été créé pour les personnes tétraplégiques à la base. Il y a beaucoup de personnes amputées. Ça peut être amputé, alors surtout au niveau des jambes. Et ensuite, avez-vous la possibilité d'intervenir dans le cadre scolaire? Oui, c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement. On est pas mal sollicité, alors hors période Covid bien évidemment, on est pas mal sollicité par les écoles primaires, collèges, lycées, même des fois entreprises, pour faire ce qu'on appelle la sensibilisation. Alors Madame Barbançon, pour l'APF Metz, en quelques mots, pourriez-vous nous définir la structure que vous représentez aujourd'hui? Alors je représente APF France Handicap, je suis sur la délégation de Metz. On représente aussi les établissements médico-sociaux, puisque sur la Moselle, on a environ une douzaine d'établissements médico-sociaux. Et donc je représente aussi tous nos adhérents, nos bénévoles et nos usagers qui sont dans le secteur de la Moselle. D'accord. Et quelles sont les différentes aides qui leur sont proposées alors? Et avec quel objectif éventuellement? Alors, les différentes aides APF France Handicap, c'est une association qui défend les droits des personnes en situation de handicap, donc tout handicap confondu. Nous avons des permanences pour les aider à remplir des dossiers tels que pour la MDPH. On les accompagne dans les tribunaux quand ils doivent aller défendre leur affaire dans les tribunaux. On leur propose des activités de loisirs, donc c'est possible. Nous sommes des groupes qui se réunissent un après-midi pour boire le café et discuter. Donc en quoi consiste la notion d'accessibilité? L'accessibilité consiste de mettre aux normes. Nous on est là en fin de compte pour rappeler les normes de la loi, quoi. Parce que il y a beaucoup de personnes qui savent pas qu'il y a une loi sur l'accessibilité. Malheureusement, il faut une loi parce qu'ils sont pas capables de voir qu'on a des problèmes, quoi. Donc nous on est là pour rappeler ça, et puis on siège aussi. Je siège à la sous-commission d'accessibilité et d'autonomie à la DDT qui dépend directement de la préfecture, et c'est nous qu'on étudie les dossiers, voilà. D'accord. Et donc les dossiers qui concernent l'accessibilité, alors à quel niveau? Au niveau extérieur, au niveau intérieur? À la sous-commission, on est dans les ERP, c'est-à-dire établissements recevant du public. Par contre, par l'extérieur, ça c'est les maires qui sont en charge de dans chaque ville, chaque village, c'est le maire qui est la loi, quoi. C'est lui qui représente la loi. C'est pour ça qu'il y a des commissions d'accessibilité et intercommunales, quoi.
Vous avez été amené à accueillir des élèves handicapés au cours de votre carrière d'enseignante. Vous êtes maintenant à la retraite d'ailleurs. La première fois, comment cela vous avait-il été présenté par la direction? Le jour de la pré-rentrée, on m'a dit qu'il y avait un élève qui était inscrit à l'école et qui avait un handicap. Quel handicap, on ne savait pas. Et la maman est venue nous présenter Tristan pour qu'on puisse premièrement faire sa connaissance et voir quel handicap il avait. C'était un handicap visible. D'accord. Et par rapport à vos collègues qui savaient que de toute façon, ils allaient devoir également, dans les années suivantes, récupérer aussi ces élèves dans les classes, est-ce qu'il y avait une crainte ou est-ce qu'il y a eu une explication de votre part? Dans notre école, on parlait beaucoup. Bon, les gens ne savent pas, mais on a une réunion obligatoire toutes les 3 semaines. Dans ces moments-là, j'ai pu parler avec mes collègues, j'ai pu avoir le soutien de mes collègues et les collègues ont pu suivre l'évolution, l'adaptation de Tristan, ce qui fait qu'au niveau de mes collègues et des classes supérieures, ça n'a posé aucun problème. Que retenez-vous de ces expériences d'accueil donc d'enfants dits différents? Qu'il faut s'adapter. Voilà, s'adapter. Parler avec les collègues, parler avec, dans l'école, on a, l'école publique, on a le RASED, le réseau d'aide, on a la psychologue scolaire, on a les conseillers pédagogiques, on a même les inspecteurs qui nous soutiennent très souvent. Il ne faut pas rester dans sa classe, dans sa bulle, pour dire comment je vais faire, oh non, j'y arriverai pas. Et il faut qu'il manipule. Peu importe son handicap, il faut manipuler dans les petites classes. Il faut se prendre le moment de travailler avec eux en binôme. Je pense qu'il faut se donner ce temps-là, tout en expliquant aux autres enfants que chacun a droit à son moment de travail en binôme. Donc en résumé, on pourrait dire tester un enfant différent, c'est l'approuver. Tout le monde est différent. Déjà comme ça, quand on voit un peu qui arrive au CP, on découvre un enfant après l'autre. Cela, on le découvre avec une problématique supplémentaire. Et on a des trésors d'imagination qu'on n'imaginait même pas. Ouais. Et, donc c'est un plus. C'est un plus. C'est pas un moins, c'est un plus. Et ce qui est étonnant, c'est que comme il faut se démener pour trouver des stratégies d'apprentissage, ça aide aux autres aussi. Alors, un IEM, c'est souvent comparé à une école, mais en fait, on accueille des enfants qui ne sont pas capables de suivre une scolarité normale, de par leur capacité intellectuelle, et puis parce qu'ils sont quand même largement empêchés du point de vue moteur, puisqu'on est un institut d'éducation motrice, donc c'est notre principal axe d'accueil, contrairement à d'autres établissements. Et comment se passe votre journée type ici ? Alors elle se passe au même titre que mes collègues éducateurs, c'est-à-dire que nous intervenons chacun sur un groupe de 6 enfants. Donc depuis quelques années, je suis sur un groupe de moyens, 10 moyens. Les enfants sont âgés de à peu près 10-11 ans. Et donc mon quotidien, ça va être déjà d'accueillir les enfants quand ils arrivent le matin. Ensuite, il y a tout un travail qui se met en place autour d'un projet de groupe, parce que je travaille aussi avec une AMP. Et donc, on met en place en début d'année un projet de groupe sur lequel on va essayer d'intégrer tous les enfants du groupe. On va partir, par exemple, sur cette année, on a travaillé autour des animaux. Donc, on part sur une thématique et on ouvre vers plusieurs champs de compétences, parce que les enfants que nous accueillons ont vraiment des compétences vraiment diversifiées dans plein de domaines. Donc du coup, on essaie de trouver une thématique qui va essayer de regrouper pour travailler autour du collectif et des interactions sociales. Et donc du coup, on part sur une thématique et on travaille toute l'année autour de ça. Donc après, sur la journée, il y aura des temps où il y aura des temps de goûter, il y aura des temps plus, où on travaillera plus sur le cognitif, par exemple le temps d'accueil, où on essaie de donner des repères spatio-temporels aux enfants. On travaille autour de la date, des premières compétences cognitives, donc tout ce qui est alphabet, numérisation. Et tout ce qu'on va travailler, tous ces champs-là vont être en complémentarité, par exemple, du travail que la maîtresse met en place, l'enseignante. Donc voilà, ça c'est en tout cas pour la matinée. Après, la journée de l'enfant va s'articuler autour
donc des temps avec nous en tant qu'éducateurs. Donc on va travailler de la peinture, du modelage, voilà, tout ce qui peut être utilisé comme support pour permettre à l'enfant de développer ses compétences. Et la journée de l'enfant va être aussi jonchée par des séances, par exemple avec l'enseignante, avec des ergothérapeutes, une ergothérapeute, pardon, un kiné, un orthophoniste, voilà, c'est tout ce qui va joncher la journée de l'enfant. Il a un emploi du temps qui est bien défini, avec des temps bien précis. On a aussi un temps où les enfants sont appareillés, donc il y a des verticalisateurs. On installe aussi les enfants, donc la verticalisation permet aux enfants de sortir des fauteuils, et ça permet en fait de travailler tout le côté musculaire et aussi tout ce qui est transit, en fait, parce que les enfants sont debout. En fait, dans un appareil qui permet comme la majorité du temps ils sont assis, ça permet aussi d'avoir un changement de position. Donc pendant ce temps d'accueil, on verticalise les enfants, et ça permet aussi aux enfants de nous voir aussi à hauteur, parce qu'en fait on regarde toujours les enfants de haut, comme ils sont en fauteuil, et là c'est vrai que ça permet, parce qu'en plus les verticalisateurs sont légèrement plus hauts, parce qu'il y a des roues pour favoriser en fait les déplacements, ça permet d'avoir un contact avec l'enfant face à face. Il n'y a pas de supériorité, si vous voulez. Parce que c'est vrai que les enfants, comme ils sont en fauteuil, c'est vrai que les gens les regardent beaucoup de haut. Et c'est vrai que le fait qu'ils soient à la même hauteur que nous, des fois ça permet aussi pas mal d'échanges. Et voilà. Et sur une journée type, est-ce qu'ils ont des relations ponctuelles avec d'autres gamins comment je pourrais dire, des écoles ordinaires? Alors Ashot, que vous avez interviewé, lui, il est en inclusion dans une école, donc lui, il a des relations. Après, ça dépend des activités et du partenariat. Moi, je sais que je travaille beaucoup en partenariat, et donc on a mis en place justement avec Valérie, la maîtresse que vous allez interviewer, un partenariat avec l'école maternelle et l'école élémentaire de Capelle. Et donc c'est une école normale, et donc avec les maternelles on avait un projet lecture, donc les jeunes d'ici venaient et lisaient une histoire aux jeunes de la maternelle, et avec l'élémentaire c'est avec mon collègue Carlos avec qui on a mis un projet sport. Donc c'est nous qui allons faire découvrir aux jeunes de l'école élémentaire nos activités adaptées comme la boccia, la joolette, la sarbacane, et voilà. Donc les enfants viennent en classe exactement sur les temps de scolarisation des autres. Classique, oui. Classique, voilà. Quel conseil vous pourriez donner à des enseignants qui se trouvent devant des enfants en situation de handicap? Alors justement, ça m'est arrivé, c'est comme ça, je suis peut-être pas revenue assez longtemps sur mon cursus, mais c'est comme ça que j'ai atterri dans cet établissement. Alors le premier conseil que je pourrais donner à une collègue qui accueille un enfant en situation de handicap, c'est de ne pas rester seul dans sa classe, et c'est d'aller sonner à toutes les portes qui s'ouvrent et qui peuvent leur être proposées. Par exemple, le premier réflexe, c'est peut-être de se renseigner à l'inspection ASH, donc c'est le suivi des enfants handicapés, la scolarisation des enfants handicapés, AMES. Il existe des conseillers pédagogiques qui peuvent se déplacer dans les écoles. Ils ont un site qui est très très développé, très, très intéressant. On trouve des vidéos sur le handicap moteur, sur le handicap cognitif, etc. Mais surtout, c'est de ne pas rester seul, quoi, parce que c'est difficile. Je l'ai vécu, et c'est un petit peu aussi comme ça que je suis arrivée ici, pour voir ce qui se passait dans l'enseignement spécialisé. Et surtout comment ça se passe. Donc je suis des enfants soit seuls, soit en binôme, soit en tout petit groupe, 3 à 4 élèves maximum. Je travaille avec des enfants qui ont entre 3, non pas 3, c'est-à-dire qu'on peut les accueillir ici à partir de 3 ans, mais ils ont plutôt 6 ans, entre 6 et 15 ans, pour un niveau scolaire qui va avant la toute petite section maternelle, donc on va dire presque niveau crèche, jusqu'au CE2 pour Ashot que vous avez interviewé tout à l'heure, CE1, CE2. Donc vous, voilà. Vous êtes ici dans l'établissement à la journée? Voilà, j'ai une salle de classe et je vais chercher les élèves dans leur groupe éducatif. Il y a 3 groupes éducatifs, en gros c'est les petits, les moyens, les grands, qui travaillent avec des éducateurs, des AMP, des moniteurs éducateurs. Et je vais les chercher pour des temps de scolarisation qui vont entre 30 minutes par semaine pour certains enfants, jusqu'à 8-9 heures pour des enfants qui ont plus de compétences scolaires. À l'issue de ce parcours ici, donc chez vous, à l'IEM, quelles sont leurs possibilités? Alors, ils ont
des possibilités en fonction de leur capacité cognitive quand même, et puis en fonction de l'évolution du handicap. Parce que malheureusement, quand on accueille des enfants petits, on ne voit pas toujours toute la nature du handicap, et d'autres handicaps peuvent s'ajouter, comme l'épilepsie ou des suites post-opératoires. C'est des enfants qui subissent des opérations lourdes, donc automatiquement, soit les enfants ont des capacités intellectuelles et peuvent aller en foyer, par exemple, ou en CAT, mais c'est plutôt rare, soit ils sont accueillis en masse. Est-ce que tu aimerais avoir un métier plus tard? Oui. Ce serait lequel? Chanteur. Chanteur? Ouais. C'est quoi tes goûts en musique? Mylène Farmer et Dua Lipa. Dua Lipa? Et aussi Khalid Zero. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Ça dépend. Des fois du tir à l'arc, des fois de la basket, des fois de la boxe. La boxe? Ah oui. Mais je fais pas le matin parce que je suis à l'école du Vennec. L'école du Vennec? Oui. Et l'après-midi tu viens ici? Oui, c'est ça. Et le sport tu fais ici? Oui. C'est une semaine sur 2. D'accord. Et qui c'est qui vous fait des cours de sport? C'est ma référente et Carlos. Carlos? C'est un éducateur aussi. Qui travaille ici? Oui. Et c'est avec lui que vous faites le sport? Oui. Tu aimes le sport? Oh oui, j'aime bien. Tu préfères le sport ou les cours de français et de maths? Les deux. Et tu connais le nom de cette école? IEM. Comment se passe ta journée ici? Alors ma journée ici se passe bien. Se passe bien. Mais elle est trop, si je peux dire, chargée. Entre les paramédicaux et entre les docteurs. On a un médecin qui est là le mardi, toute la journée, les autres jours, et l'officiel, et le freineur, service de soins si vous voulez. Moi, je suis très gentil. Par les paramédicaux, par l'équipe, on fait beaucoup d'ateliers. Et on est lié avec la maternelle de Capelle. Un prof sportif qui vient de la mairie de Sata. Et puis, vu ma raideur, je pouvais pas continuer. Mais voilà. Ah, ici, c'est de 6 ans à 14 ans. Et après, on y va à Metz. On y va à Metz jusqu'à 20 ans. Et après, on fait un internat, on fait un métier, où je connais une jeune qui a même acheté un appartement. Elle vit tout seul, elle est handicapée, elle a un fauteuil électrique, elle fait ses courses tout seul, elle vit tout seul. Des jeunes handicapés, il faut pas le prendre. J'étais étonné. Et puis. Tu aimerais aller aussi à Metz? Oui. Tu aimerais faire quel métier? J'aimerais être secrétaire. On a fait une BD qui était prévue en 2010. Confirme-moi Alex. 2010 et 2018. Dans le cadre d'Angoulême. D'Angoulême, il y avait un concours pour les jeunes handicapés. Et on était primés. Là, vraiment, on travaille là-dessus avec la chef de direction. Elle avait des dons, on avait visité une médiathèque à Metz. Les gens
disent que c'est beau, que ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés. Le travail des jeunes. Je me dis quel travail était fait malgré leur handicap. Et notre dernier bébé, c'est celui-là, puisqu'on a finalement édité, on a concouru 2 fois au Festival d'Angoulême. On a obtenu un premier prix où j'étais animatrice sur la machine en folie. Donc on est descendu au Festival d'Angoulême pour avoir notre prix. C'était assez héroïque parce qu'il y a eu 2 fauteuils dans un train, c'était compliqué. On a dû s'arrêter à Poitiers, il n'y avait plus de place à Angoulême, enfin bref. Et il y a ma collègue qui travaillait avec moi qui a voulu faire le vélo rouge et qui lui a eu le 3e prix. Donc du coup, on s'est lancé le grand défi d'éditer cette bande dessinée qui pour moi est la première en France. Voilà, après ces informations sur une partie du quotidien d'un certain nombre de personnes handicapées moteurs, vous aurez une approche différente de la problématique. À très bientôt.